viens d'un petit village du sud de la France qui s'appelle Lussas, qui est un village documentaire où on est une quarantaine à travailler autour du documentaire d'auteur. Et qu'est-ce que je fais ici? Ici, j'accompagne avec deux de mes collègues la formation, l'accompagnement en résidence d'écriture de 18 porteurs de projets, dont toi. Le partenariat avec Anuru Amboro, il débute quand Anuru Amboro m'a invité en 2012. J'étais président du jury du festival et à cette occasion-là, j'ai découvert et le festival et le pays et les gens. Voilà, je connaissais déjà Jean-François, je connaissais aussi un peu René. Et donc, on a beaucoup parlé pendant ce festival, notamment de la fonction des festivals et de ce qui pourrait éventuellement être fait en coopération entre nous, village documentaire de Lussas et ici, pour aider, accélérer le développement d'un tissu de réalisateurs et de producteurs indépendants et sans doute maintenant aussi comment on pourrait aider à ce que des images, les films documentaires soient diffusés dans la zone pacifique, les documentaires d'auteur. Alors, en fait, on a travaillé, nous, en réalisation, en accompagnement de jeunes auteurs, accompagnement à l'écriture documentaire, on a travaillé avec une vingtaine de jeunes gens, essentiellement des jeunes gens, en tout cas des gens jeunes du point de vue du cinéma, qui avaient peu d'expérience. Et d'un autre côté, une autre équipe a travaillé à accompagner un tissu de producteurs de la zone pacifique, mais essentiellement néo-calédoniens, qui veulent, je dirais, compléter, voire développer leurs compétences dans le champ de la production documentaire d'auteur. Et de créer aussi des coopérations entre les différentes zones, les différents pays, pour qu'il y ait un tissu, un réseau de gens qui, ensemble, à l'avenir, vont coproduire. D'ailleurs, on voit se dessiner des choses. Les copains qui viennent de Tahiti ont peut-être dans l'idée de produire les copains qui sont du Vanuatu. Des producteurs ici se sont dit que peut-être ils pourraient être en coproduction avec les gens de Tahiti. Donc il y a des alliances qui vont naître de ce premier réseau qui va se développer au fil des ans et qui est un réseau qui marie des producteurs et des auteurs. Et ça, c'est le couple déterminant et vital pour qu'il y ait à la fois une industrie de l'audiovisuel et à la fois une création et une culture audiovisuelle ici. Donc moi j'habite dans le sud de l'Ardèche, le sud de la France. Je suis un petit plouc qui vit à la campagne, qui suis né à la campagne. Ma mère était épicière, mon père était paysan. Et j'avais envie de faire du cinéma. Et le cinéma, l'audiovisuel, c'était Paris. Et dans les années 70, il y en avait ras-le-bol que ce soit tout et tout le temps à Paris. Donc on s'est dit à quelques-uns, on va faire du cinéma chez nous, à la campagne. On en fera, on réussira coûte que coûte. C'est une sorte de pari très innocent et une utopie généreuse. Ça a marché. Donc il n'y a pas de raison qu'ici ça ne marche pas. Il y a 10 structures dans ce village. Il y a 40 personnes qui travaillent dans le documentaire. Il y a 10 structures. Il y a 3 structures de production, une de distribution. Il y a une école, il y a une université, puisqu'on forme. Il y a un master de réalisation, il y a un master de production. Il y a des résidences d'écriture. Il y a une cinémathèque, la plus importante cinémathèque documentaire du monde, puisqu'il y a près de 18 000 films. Il y a une base de données, il y a un éditeur de DVD documentaire, il va y avoir sans doute une télévision et des plateformes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se développe. Et puis il y a un festival annuel qui s'appelle les États généraux du documentaire de création. Il y a comme ici une sélection de films avec l'idée que le cinéma c'est de la pensée et qu'il faut voir ce que racontent, ce que disent les cinémas sur le monde, ce qu'il dit le cinéma. C'est un moyen de comprendre le monde. Donc le documentaire nous aide à comprendre et à structurer notre pensée, notre regard pour mieux comprendre les choses. Et du coup, mieux intervenir sur elles.
D'accord, d'accord. Et concernant, en fait, vous avez un partenariat apparemment avec l'Afrique sur des projets audiovisuels. C'est ce que vous voulez développer ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, avec la structure DocMonde qu'on a créée à l'USAT il y a 3 ans, on veut développer un réseau de producteurs et de réalisateurs par des formations et par des rencontres de coproduction équitables. On veut développer un réseau de gens qui vont travailler les uns avec les autres. Un réseau international. Donc on a développé ce qu'on fait ici dans l'océan Indien, à Madagascar, Tamatave. Chaque année, il y a des rencontres qui résidences d'écriture et on va créer un master à l'université. On a développé la même chose à Saint-Louis du Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On a développé la même chose dans la Caraïbe, en Guyane. On va développer cette année la même chose sur la zone andienne avec l'Équateur, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. On développe la même chose sur la zone Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Turquie. On fait la même chose en Asie centrale, Mongolie, Kirghizie, Kazakhstan et Russie. On va faire la même chose, je l'espère, à partir de l'an prochain, dans la zone Asie du Sud-Est, Cambodge, Cambodge, Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Laos, et je l'espère sur la zone aussi himalayenne. Donc voilà, et l'idée c'est que l'ensemble de ces zones vont ensuite coopérer ensemble. Des producteurs d'ici vont aller produire des films là-bas, des producteurs de là-bas vont venir produire des films d'ici. On verra les films faits en Russie, faits au Cambodge, faits au Sénégal ici, et on verra les films d'ici au Sénégal. Voilà, c'est ça l'idée. Un réseau monde d'une douzaine de zones géographiques qui produisent chaque année 100, 150 films par an, et que ces films soient vus par les citoyens et soient traduits, doublés dans les langues qui permettent aux gens de les voir. C'est un concept nouveau, ça? C'est pas un concept. Les concepts, c'est pour la philosophie. Disons que c'est une utopie qui est nouvelle, oui, parce que c'est pas encore fait, mais bon, c'est dans l'air du temps que d'organiser des réseaux à l'échelle internationale. D'accord. Tu m'as l'air d'être une personne rêveuse. Rêveuse. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Est-ce que tu l'es réellement ou non? Rêveuse. De la façon que tu me présentes tes projets qui sont déjà très très bien avancés, il y a un aspect en fait internationalisé, mais à l'échelle vraiment mondiale, on va dire. Oui, ça s'appelle DocMonde. Hein. Ouais. Et là, on est quand même à 19 000 km de chez nous. Village. Pour un petit village, en plus, ça y va. Alors, c'est ni ambitieux ni rêveur, c'est utopique. Voilà, c'est-à-dire que c'est un rêve, effectivement, c'est une ambition, effectivement, mais c'est une ambition et un rêve qui sont portés par un projet qui a du sens, qui a des fondements. Il faut arrêter d'inonder les écrans télé, les écrans, toutes sortes d'écrans, de choses qui sont abétissantes, qui sont uniquement distrayantes. Il faut aussi proposer une alternative à l'information parce qu'elle est surpuissante, elle est nécessaire mais elle est trop importante, hyper présente. Donc des regards lents, travaillés, qui s'inscrivent dans une démarche artistique sont importants pour la vie des sociétés et des civilisations. Donc c'est une utopie, mais une utopie en marche, ça s'appelle un projet intellectuel, politique. Ok, ok. Dernière petite question. Apparemment, vous êtes en train de développer dans votre petite commune un projet concernant la réalisation de portraits de vie des anciens de la commune. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oh ben oui, je peux te dire que ce projet s'appelle Mémoire au pluriel commune comme la commune et qu'on filme le récit de vie d'à peu près 340 personnes qui ont vécu au moins 15 ans sur la commune. Et les gens nous racontent leur vie, du plus lointain souvenir de leur enfance jusqu'à aujourd'hui, et on les filme systématiquement. C'est beaucoup de travail, c'est 5 ans de travail, et ensuite il y aura une installation de ces portraits dans une immense salle où chacun aura son écran télé, les 340, en tout cas on va essayer. Et donc l'idée c'est que par l'image et le son,
et l'approche documentaire, on arrive à créer le fantôme de chaque citoyen, le double en fantôme de chaque citoyen, et donc d'une certaine manière, une mémoire, ma légende à moi, citoyen de Lussas, racontée par moi-même pour mes descendants, pour les générations futures. Et pourquoi avoir réalisé en fait ce projet-là et depuis quand il existe? Alors, on est en cours, on en a réalisé 100, il en reste encore 240 à réaliser. C'est un gros chantier, c'est long. Pourquoi? Alors après, quelle est la raison qui fait que les films qu'on fait sont les films qu'on fait? La raison, elle est liée à la peur de la mort, sûrement, à la nécessité de la transmission, à l'idée que le genre documentaire est le cinéma de l'altérité. Il permet à l'autre d'exister. Et donc aujourd'hui, avec ces outils, les tiens, ce que tu es en train de faire tout seul, on a des outils pas chers qui permettent de mettre en mémoire la mémoire des peuples. Et donc l'idée, c'est de mettre en mémoire la mémoire d'un fragment d'une population, mais dans son entièreté. Tous les gens qui sont nés avant le 1er janvier 1956 et qui ont vécu 15 ans à Lussas, on les filme et ils nous racontent leur vie. D'accord. Et vous avez, je suppose, en fait des partenaires pour ceux-là qui ont pris en charge la réalisation de ce projet. C'est une équipe de combien de personnes derrière À Lussas, il y a 6 réalisateurs de films documentaires sur 1000 habitants. Donc on est 6 réalisateurs, réalisatrices. Donc c'est nous, les 6, qui filmons, qui menons les entretiens, avec à chaque fois une équipe de 2 techniciens ou un technicien, image son, comme toi, qui accompagne à l'entretien que chacun de nous, réalisateurs, menons avec les gens. Et les partenaires, vous avez des partenaires comme ici la province, tout ça qui ont soutenu votre initiative? C'est compliqué. C'est compliqué. Quand même, Oui, c'est une initiative onéreuse. Ça coûte à peu près 100 000 € pour 60-70 portraits. Donc comme il y en a 340, tu fais le calcul, on sera sur 600 000 € au bout des 5 ans. Il faut les trouver, donc pas à pas, on en trouve un peu, on fait, et puis voilà, là on a l'argent pour monter, on vient d'avoir la réponse là, cette semaine, ce qu'on a tourné cette année, mais pour l'an prochain, on ne sait pas encore comment on va faire. Mais on continue, on va continuer, on va trouver une solution. Ça, c'est donc un projet en fait à l'échelle communale, 800 habitants, c'est ça? 1000 habitants. Donc, j'imagine que tu as pensé à renouveler cette opération-là dans d'autres communes de France ou voire... Non, je me dis que ce sera contagieux. C'est-à-dire que si on en parle, et on devra en parler, l'entretien documentaire est une spécificité de ce type de cinéma qu'est le documentaire. En fiction, tu ne peux pas faire d'entretien. Voilà, c'est spécifique au documentaire. Donc utilisons ce moyen-là pour mettre en mémoire une partie de la mémoire des hommes. Voilà. Et donc ce qu'on fait là-bas va être suffisamment quantitativement et formellement étonnant pour que les médias à un moment le relaient, pour qu'il y ait un bouche à oreille et que ça devienne peut-être, sinon exemplaire, du moins quelque chose de suffisamment singulier pour que ça donne envie à d'autres de faire la même chose. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a un copain en Sicile, Savona, qui fait la même chose. Des copains au Mali, réalisateurs africains, qui sont en train de faire la même chose à Tombouctou. Donc voilà, on est aussi dans l'air du temps. La mémoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mémoire est sélective, la nôtre. Par exemple, si tu me demandes de raconter ma vie, je vais avoir 60 ans. Moi, 60 ans, donc ça veut dire que j'ai vécu 60 000 heures de vie. 60 000 heures de vie, et quand je vais raconter ma vie, ça va durer 2 heures. Je vais raconter en 2 heures 60 000 heures. Donc j'ai fait du choix, j'ai sélectionné, j'en ai enlevé des choses. Se mémoriser, c'est choisir. La mémoire, c'est un choix. Donc l'exhaustivité, toute la mémoire du monde, c'est une absurdité. Des choses doivent disparaître et mourir. Et la mémoire aussi, pour une part. Mais les sociétés humaines doivent quand même laisser ce qui est l'essentiel. L'essentiel n'est pas toujours le même selon les époques. Mais c'est vrai que ce que le livre et l'écriture ont permis de nous laisser est plus important que ce que nous laissaient les hommes uniquement de la tradition orale. Donc l'audiovisuel permet de garder une mémoire beaucoup plus complète, beaucoup plus riche de ce qu'est la société aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain.
Et ça, c'est sûrement un plus. Mais attention à ne pas mourir noyé dans la mémoire. Sinon, on ne vivra plus le présent, on sera envahi par la gestion du passé. Il faut un équilibre. Cet équilibre-là, il faut le trouver. Mais en attendant, effectivement, il y a une mémoire des peuples, et notamment des gens humbles et des classes sociales défavorisées ou tout ça. Cette mémoire-là du peuple, on l'a pas. Très rarement. On a la mémoire des clercs, la mémoire des intellectuels, la mémoire des... qui souvent viennent de ces couches-là, mais quand même. Pas toujours, pas assez souvent. Donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher des mémoires peu habituelles, celles des petites gens. Donc moi, en faisant le travail que je fais avec mes collègues de mon village, on va chercher la mémoire de tout le monde, du riche comme le pauvre, la mémoire du peuple, dans sa diversité. Et ça, l'audiovisuel le permet. Les autres outils qui permettaient la mémoire, c'est-à-dire l'écrit, étaient des techniques et des outils qui privilégiaient quand même les clercs et les gens de classe élevée, quoi.